Première partie, j'ai essayé d'exposer un petit peu ce qu'était la situation actuelle au niveau de la gestion du pays, qui est donc exclusivement entre les mains d'une secte qui est la franc-maçonnerie et qui répond non pas à un schéma de compétence, mais un schéma de soumission. C'est-à-dire qu'en fait, les hauts dirigeants, c'est-à-dire les dirigeants des grandes compagnies commerciales, que ce soit de l'armement, de la construction, ou que ce soit des médias, ou encore de l'alimentaire ou du chimique, dans tous les domaines, ce sont les mêmes familles qui contrôlent tous ces différents grandes multinationales et qui contrôlent à travers elles les agents des sectes qui, surtout la franc-maçonnerie, donc pour toute l'Europe en tout cas, qui arrivent, et tous les acteurs, grâce à un système qui est la République, ce sont eux qui contrôlent, donc qui occupent quel emploi, etc. Et donc ce ne sont pas des gens mis en place par leurs compétences, mais par le fait qu'ils sont soumis à leur secte et soumis donc aux ordres internationaux, et c'est pour ça que dans chaque pays, ce qui est décidé en haut lieu, c'est-à-dire complètement en dehors de l'Europe, ce qui est décidé en haut lieu, que ce soit d'introduire la pornographie pour les jeunes enfants à l'école, que ce soit les vaccinations, que ce soit toutes les lois liberticides, toutes les lois bancaires, tout le système général est conçu et décidé ailleurs. Et ensuite transmis à chaque dirigeant des sectes qui les applique ensuite chacun dans son pays. Et donc, c'est le système actuel dont les gens qui sont complètement conscients et informés, et puis ceux qui ont vécu assez longtemps pour se rendre compte à quel point la France s'est dégradée, alors on est complètement conscient que c'est un système qui ne fonctionne pas, qui conduit l'humanité à sa perte, qui conduit notre pays à disparaître sous très peu de temps maintenant, et on arrive vraiment dans les derniers mois pour avoir encore une possibilité de réagir, puisque, je l'ai aussi exposé durant cette première partie, l'un des pôles majeurs de leur activité a été de priver la France de ses forces armées, et donc de noyauter la police, la gendarmerie avec les membres de leur secte qui placent à la tête de toutes ces institutions, comme dans toutes les institutions d'ailleurs, mais surtout dans police, gendarmerie, armée maintenant, et également donc la justice. Ça a toujours été une priorité, puisque c'est ce qui permet d'avoir le contrôle complet sur les populations. Alors ça, on voit où ça mène, et on voit que ça mène à la destruction complète de notre pays, à la perte de toutes les valeurs morales, de toutes les valeurs civiques, et donc on propose une réaction du peuple. Une réaction du peuple basée sur le droit légitime, et donc qui a permis la création de ce Conseil national de transition. Alors, durant cette deuxième partie, je vais surtout parler de cette période de transition, puisqu'en fait, c'est ça qui est important. Durant cette période, donc, l'axe majeur, prioritaire, c'est l'établissement d'une structure complète permettant à tous les citoyens de France de participer librement à la rédaction d'une nouvelle constitution. Une constitution, c'est la loi des lois. La constitution, c'est la base même de l'existence du pays, en matière de droit et en matière de loi et en matière de règles et en matière de vie sociale. Donc, si on n'a pas de constitution, on est sous le régime du plus fort. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils nous ont imposé. Et donc, si demain, on met en place ce Conseil national de transition, donc l'axe majeur sera la création d'une constitution, et pendant cette période, l'application d'un programme extrêmement précis, n'autorisant ni déviation, ni corruption, ni quoi que ce soit. Puisque tous les acteurs de ce mouvement sont de simples citoyens, sans aucune tendance politique. Donc il y a d'un côté le monde de la franc-maçonnerie, avec sa république, avec ses politiciens, avec tout le système actuel, et de l'autre côté, 65 millions de Français qui sont pour l'instant sous le joug de cette secte, mais qui peuvent demain se libérer et se retrouver donc chacun responsable du futur, responsable de l'avenir, responsable de ses enfants. Alors, cette transition offre comme axe majeur et principal donc la création, la rédaction de cette constitution par tout l'ensemble du peuple. Donc son rôle, ce sera d'établir la structure pour permettre de le faire à chacun, où qu'il soit, qu'il ait toujours à proximité un lieu, une heure,
un jour de la semaine. C'est une question d'organisation. En dehors de cela, il y a un programme. Et ce programme, c'est maintenant ce que je vais aborder parce que il est évident que dans les documents et sur le site web, ce qu'on présente, c'est le schéma global, mais sans rentrer absolument dans les détails. Or, certains peuvent avoir une certaine importance. Donc, en ce qui concerne d'abord la monnaie, on va commencer par l'aspect économique. Tout d'abord, pour redresser très rapidement de la France en très peu de temps, et ça c'est exposé dans la première partie, donc c'est l'établissement d'une ressource universelle. À la fin, lorsque les Français rédigeront leur constitution, ils décideront s'ils maintiennent ce système, s'ils en choisissent un autre, ou s'ils l'annulent. Ils feront comme ils veulent. En attendant, on aura redressé la France économiquement et tout le monde s'en portera bien. Ça, c'est une première chose. Pour le faire, il faut absolument nationaliser une banque. Donc il faut créer une banque qui soit nationale, qui appartienne exclusivement au peuple de France. Cette banque ne doit pas, et en aucun cas, subir les lois qui ont été mises en place. Donc toutes les lois, traités et tout ce qui a été décidé durant les 20 dernières années, c'est-à-dire depuis que le gouvernement est illégitime, alors tout cela, bien sûr, est suspendu complètement, y compris l'euro, etc. Donc cette banque fonctionnera sur le franc français et ne remplacera pas l'euro, elle s'y ajoutera. Donc on aura une monnaie intérieure au pays, en plus de l'euro, et qui sera sur la même valeur. Il y aura quelques détails techniques qui devraient être précisés, mais c'est pas le but de cette vidéo. Ce sont des choses dont il faudrait traiter, dont il faudrait parler avec des experts et plusieurs branches différentes de financiers, d'économistes, etc., pour rentrer un peu plus dans le détail. Pour l'instant, on ne parle que de concept. Et puis, donc, cette banque nationale n'étant pas soumise aux règles, eh bien, ça permettra à tous les Français de n'avoir plus leur argent en danger. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une banque nationale, il n'est pas possible que la banque s'en aille avec vos économies. Il n'est pas possible l'application des lois qu'ils ont fait passer récemment qui autorisent la banque à garder l'argent de ses clients. Tout ça sont des lois complètement injustes et, de mon sens, illégales. Donc, le principe même d'un système économique sain, c'est que la banque appartienne à l'ensemble de tout le peuple et que les gens qui placent leur argent à la banque puissent le faire en sécurité absolue. Leur argent ne peut pas être volé, ne peut pas être saisi, ne peut pas, c'est pas possible. Tout simplement parce que c'est l'ensemble du pays qui répond. Alors, je crois que ça, c'est une garantie absolument nécessaire pour les gens d'avoir une sécurité au niveau bancaire. Et puis qu'une banque ne peut pas se permettre toutes ces exagérations qui sont qui sont en place actuellement avec toutes ces escroqueries, toutes ces triches, tous ces faux taux d'intérêt, avec tous ces intérêts qui sont remplacés maintenant par d'autres termes comme frais de dossier, assurance, frais de toutes sortes. Et avec ça, ils sont en train de piller littéralement, et surtout sur un principe qui consiste à piller avant tout les gens les plus pauvres. C'est-à-dire les gens les plus démunis sont ceux qui sont le plus rackettés. Alors, tout ce système va disparaître complètement. Et à partir du moment où il y aura une banque nationale, tous les gens qui aujourd'hui sont interdits bancaires, etc., tout le monde retrouvera une santé bancaire, un juste fonctionnement, et quand on met son argent à la banque, c'est son argent et on peut le récupérer à n'importe quel moment, etc. Toute cette folie qu'on est en train de vivre va disparaître. Certains autres domaines touchent directement un concept que j'ai déjà exposé plusieurs fois, qui sont décrits dans mes ouvrages, qui s'appelle la TVA flexible. Le principe de la TVA flexible est un principe simplement logique, et tous les économistes qui ont examiné le système qui est offert ont tous conclu par la même réflexion en se disant mais c'est tellement évident, pourquoi est-ce que personne n'y avait pensé avant? Bon, ben, c'est le hasard de la vie, il y a eu quelqu'un qui y pense, puis il y a sûrement d'autres gens qui y ont pensé et puis qui ne l'ont pas écrit ou qui n'ont pas diffusé, mais peu importe, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'en fait, ce concept de TVA flexible permet de gérer complètement l'écologie, de gérer complètement tout ce qui est recyclage, de permettre de gérer simplement le fonctionnement de notre société. Alors, un exemple tout simple, les gens qui ont un peu d'âge se rappellent très bien l'époque où tout était en bouteille de verre. Or, le verre, vous pouvez le casser, vous pouvez faire n'importe quoi, ça ne préjudicie en rien la planète. C'est du quartz, c'est du sable, c'est absolument insignifiant, c'est absolument pas nocif pour la planète. On fabriquera pas une île comme le 6e continent, ce qu'on appelle une île de déchets plastiques qui se baladent sur les mers. Ça, c'est un truc invraisemblable. Mais n'empêche que sur le monde, aujourd'hui, le plus grand problème, c'est le plastique.
Alors, entrez dans un supermarché quelconque et vous allez voir que partout, tout est en plastique. Or, il serait tellement plus rentable, plus sain, plus propre, et en plus pour la conservation de l'eau, de n'importe quelle boisson, dans des bouteilles en verre, c'est beaucoup plus sain. Il n'y a pas de transfert du plastique et des substances du plastique dans la boisson qu'on ingère. C'est donc plus sain, beaucoup plus économique, parce qu'on ne paye plus que le liquide, et non pas à chaque fois l'emballage, puisqu'à chaque fois, il suffit de ramener la bouteille et on récupère la consigne, ce qu'on appelait dans le temps. Et donc, ces principes-là peuvent être appliqués à une multitude de produits et on peut enfin échapper un petit peu au plastique. Pour l'instant, pourquoi ils nous ont imposé le plastique? Parce qu'ils exploitent le pétrole. Mais réellement, en tant que planète, en tant qu'être humain et nous-mêmes au niveau économique, santé, etc., on n'a aucun intérêt avec le plastique. Notre intérêt est beaucoup plus avec le verre. Donc ça, c'est un exemple de recyclage, mais surtout de ce que permet la TVA flexible. Parce que la TVA flexible va appliquer des taux plus élevés sur les produits malsains que sur les produits sains. Va appliquer des taux plus élevés sur ce qui risque de rendre malades les gens que sur les produits qui, au contraire, augmentent leur santé. La TVA flexible, c'est ce qui va permettre aussi, par exemple, de protéger des espèces en voie de disparition, que ce soit animales, végétales ou autres. Mais ça va permettre, simplement par le jeu des taxes, de promouvoir plus facilement les espèces qui ne sont pas du tout en danger, et puis de protéger celles qui sont en danger en mettant des taxes extrêmement fortes dessus. Aujourd'hui, il n'est pas logique que lorsqu'un pauvre et un riche arrivent ensemble dans un commerce, les deux payent la même TVA. L'un, il mange de la langouste, du caviar, et puis l'autre, il mange des sardines ou du chinchard. Donc voilà, ce genre d'aberration où les deux, l'un a des moyens énormes et l'autre n'en a aucun, mais n'empêche que les deux payent la même TVA. Alors qu'avec une TVA flexible, celui qui est très riche paiera plus de TVA que celui qui est très pauvre en paiera d'autant moins. Et ça rétablit aussi l'équilibre social. Et quand je parle là de poissons, demain ça peut être les légumes, ça peut être les voitures, ça peut être l'informatique, ça peut être dans tous les domaines. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui qu'on paye plus cher de racheter des cartouches pour son imprimante que d'acheter une imprimante neuve? C'est des trucs complètement aberrants. Donc si on veut bien un peu se servir de la logique et de la raison, on va complètement transformer notre monde. Et avec le principe de la TVA flexible, on a l'outil pour le faire. Parmi les autres sujets, on a ce racket permanent qui est fait à travers les véhicules, à travers la circulation. Il est bien évident qu'il est normal qu'il y ait des limitations de vitesse et parfois des radars. Mais qu'on mette un radar pour s'assurer qu'on ait une vitesse minimum, que les gens soient prévenus pour protéger une école, pour protéger un centre-ville, pour une raison précise et logique, oui. Mais en revanche, que ce soit mis dans des endroits où justement c'est parfaitement monté comme forme de piège, ce n'est plus que soutirer de l'argent économiquement. Alors ça nous amène au concept de l'amende. Depuis toujours, à chaque fois qu'il y ait quoi que ce soit, la réponse de l'État, c'est toujours l'amende. C'est-à-dire, je vous prends de l'argent. Alors vous avez fait une faute là, vous êtes mal garé, donc je vous prends de l'argent. Est-ce que c'est complètement logique? Est-ce que l'amende doit systématiquement être de l'argent? Alors qu'il y a tellement de possibilités d'offrir aux gens, par exemple, qui n'ont pas les moyens, de leur dire, écoutez, vous offrez une demi-journée de travail, ou une journée de travail, ou un certain nombre d'heures, ou n'importe quoi, si vous ne pouvez pas payer l'amende. Et il y a un tas de gens qui préféreraient aller couper du bois le dimanche matin, ou aller ramasser les déchets et nettoyer les plages, enfin j'en sais rien, n'importe quoi, plutôt que de payer une amende. Et effectivement, ce serait quand même beaucoup plus juste parce qu'il y a des gens qui, pour ne pas payer une amende, se retrouvent avec des additions qui augmentent, des pénalités et tout le tralala, alors qu'ils ne font qu'aggraver leur situation. Et on est en train de piller les gens jusqu'au dernier sou et puis de faire disparaître la classe moyenne en ce moment. Donc si on veut rétablir un peu tout cela, non seulement il faut cette ressource universelle, relancer complètement l'économie, mais surtout rétablir un système qui soit juste et logique et rentable pour toute la société, pas seulement pour la petite caste qui dirige le pays. Alors, parmi les autres sujets des changements durant cette période de transition, parce que c'est simplement replacer les intérêts de la secte par ceux du peuple. C'est apporter un peu de logique et de bon sens dans la gestion du pays. Et donc, il y a d'autres sujets qui sont évidents, comme le fait qu'aujourd'hui, en consommation pure, sur une année, on constate qu'on vend beaucoup plus de hashish que d'alcool. On constate aussi que les grandes entreprises françaises, fabricantes de papier, font du papier spéciaux pour faire ce qu'on appelle des joints,
et en même temps offre même avec les systèmes de filtre, enfin vraiment tout. On sent que c'est complètement... Le principe de la drogue est admis, le principe de la drogue est complètement entré dans les mœurs depuis déjà pas mal de temps, et si on constate, si on fait un rapport direct entre les effets de l'alcool et les effets du hashish, eh bien on constate une différence absolument énorme, mais toujours en faveur du hashish. Alors on se demande pourquoi l'alcool est autorisé et pas le hashish. Quand on pousse un petit peu l'investigation et qu'on lit les ouvrages de Gary Webb, alors on découvre qu'effectivement, il y a une bonne raison à ça. Et la bonne raison à ça, c'est que c'est eux qui contrôlent les cultures et que tant que ça reste illégal, alors ça leur permet de maintenir les prix extrêmement hauts. Et donc, c'est tout un marché noir qui est contrôlé par la franc-maçonnerie et c'est la seule et unique raison pour laquelle le hashish n'est pas autorisé au même titre que l'alcool. Et peut-être avec des conditions à préciser, etc. Mais tout ça, je crois que ça fait partie de ces choses qui rentrent dans un cadre un petit peu particulier, qui est celui de débats publics en télévision, avec des médecins, avec des psychosociologues, avec différentes branches de gens qui vont pouvoir complètement analyser et offrir à tout l'ensemble du public français une réflexion profonde sur ce sujet, pour qu'ensuite on fasse un référendum, parce que ça fait partie de ces choses qui concernent la vie de tous les jours, et tout ce qui concerne la vie de tous les jours, ça ne doit pas être décidé par un petit groupe ou par un mec tout seul, ça doit être décidé par l'ensemble de la population. Donc il faut offrir assez de débats en pour, en contre, en contradictoire, enfin différentes sources d'informations pour permettre vraiment la vérité aux gens, qu'ils aient le maximum de vraies informations. Et puis après, on fait un référendum, et puis c'est l'ensemble de la population qui se prononce. Autre sujet encore que je vais aussi aborder dans cette dernière partie rapidement, ce sont les systèmes de prison. Confucius, à son époque, disait à partir du moment où il commence à y avoir un pourcentage trop élevé de gens dans les prisons, alors le problème devient celui des lois. C'est-à-dire qu'en clair, s'il y a trop de gens dans les prisons, c'est que les lois vont pas bien. C'est qu'elles ne sont pas adaptées à la société. Aujourd'hui, dans les prisons, il y a beaucoup de mamans ou de papas qui refusent de donner certains médicaments à leur enfant parce qu'une maîtresse de classe a décidé que tel enfant devait se tenir plus tranquille. Alors ils le considèrent comme hyperactif. Là-dessus intervient toute la chaîne. Et puis on se retrouve à l'arrivée avec des gens qui sont obligés. Et on les vérifie même. Il y a même maintenant des structures pour forcer les gens à donner les médicaments à leurs enfants. Et s'ils refusent, à l'arrivée, il y a des gens qui sont aujourd'hui en prison pour ça. Comme il y en a d'autres qui seront en prison pour refuser de vacciner. Comme il y a des gens qui sont en prison simplement parce qu'ils n'ont pas pu payer. Il y a une multitude de choses complètement anormales dans notre pays, y compris le type qui arrive avec un peu moins de points sur son permis ou n'importe quoi. Enfin, c'est des trucs de fou. Et n'empêche que les gens se retrouvent vraiment en prison pour ça. Alors, je crois qu'il faut quand même d'abord revoir les lois, etc. Mais surtout, il faut aussi changer complètement le concept de la prison. Aujourd'hui, la prison, c'est une école de la délinquance. Celui qui rentre en prison, c'est rare qu'il en ressorte sans savoir comment voler une voiture, comment forcer une serrure, etc., etc. Et sans en plus avoir peut-être fait les connaissances pour les réseaux, pour gagner de l'argent avec des... Bon, c'est le monde de la délinquance qui est multiplié et qui se développe à l'intérieur même des prisons. En revanche, rien n'est fait pour réintégrer les gens. Rien n'est fait pour sauvegarder leur dignité humaine. Alors, aujourd'hui, les prisons sont occupées par une multitude de tout petits délinquants, de rien. Il y a encore, on leur met le titre de délinquant, mais avoir conduit après avoir bu 2 verres de vin à table, c'est pas être délinquant. Donc, je crois que les grands délinquants, eux, sont parfaitement protégés par la justice, et ça, c'est complètement anormal. Et je crois qu'il faut absolument modifier le concept de prison, il faut y réfléchir tranquillement, il faut faire participer les meneurs, les dirigeants de centres pénitentiaires, il faut y faire participer les gardiens, le personnel de ces centres pénitentiaires qui ont un contact direct, qui le vivent au jour le jour, qui ont
une richesse d'informations dont on ne peut pas se priver dans des débats. Et il faut faire des débats complets sur ces sujets, et ça fait partie, comme avant, de ces choses qu'on doit aller jusqu'au fond. Et écoutez donc des gens qui sont incarcérés, différents types de délinquants incarcérés, il faut en parler avec des juges, avec toutes sortes d'intervenants liés au système carcéral, et changer complètement le système. Le principe, c'est pas d'enfermer toute une population dans les prisons pour qu'elle arrête de déranger. Le principe, c'est d'avoir au contraire le moins de gens possible dans une prison. Ou alors on n'est pas des humains normaux. Des humains normaux, on doit vivre libre, etc. Donc les cas d'emprisonnement doivent être des exceptions et ça doit être justifié. Il doit y avoir une véritable raison. Et en plus, il faut que ce soit utile à quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut que la personne en ressorte différente. Si c'est juste pour qu'elle devienne pire, ça sert à rien. Les exemples ne manquent pas pour justifier ce que je viens de dire. Donc voilà, c'est la même chose. Ce sont des débats qui doivent être publics. C'est pour ça qu'il faut absolument une chaîne de télévision qui soit nationalisée, qui soit publique, qui appartienne au peuple et sur laquelle les débats pourront être vrais. Et donc là, il y aura vraiment des débats complets sur les différents sujets d'importance. Donc celui-là, comme auparavant le plastique, comme l'écologie, comme les déchets, comme il y a tellement de sujets à aborder. Et tout ça sur les sujets de la vie de tous les jours. Tout ça nous concerne chaque fois. Aujourd'hui, quand quelqu'un est invité chez des amis et puis qu'on lui sert l'apéritif, il commence tout de suite à penser « oui, mais je vais conduire après ». Donc, ce sont des sujets qui nous touchent directement. Alors, à partir de là, eh bien, c'est tout l'ensemble de la population qui doit prendre la décision et par référendum. Et ça me conduit à ce dernier sujet qui me paraît aussi complètement aberrant. On a un système absolument unique au monde. Depuis que l'humanité existe, jamais il n'y avait eu un système qui permettait d'un clic de correspondre avec quelqu'un qui est à 8 ou 10 000 kilomètres sur la planète, qui permettait à une personne de communiquer avec des milliers. Aujourd'hui, on a un outil extraordinaire avec Internet, et on l'utilise pas, et il est minable. Et on se retrouve avec un Internet en France qui dépend des Américains, qui est contrôlé par les Américains, qui vient de l'extérieur, avec des systèmes qui viennent aussi de l'extérieur. Enfin, c'est complètement aberrant. On a un système qui est absolument fabuleux et qu'on n'utilise pas du tout. Tout ce qui est vote, tout ce qui est décision, tout ça pourrait se faire très facilement par Internet. Tout ce qui est information réelle, sérieuse. Bien, je vais vous donner un exemple tout simple. Vous mettez en place un réseau, par exemple, de boucherie, et puis vous permettez l'information complète. C'est-à-dire le boucher ne cache rien de son laboratoire. Il indique où il achète sa viande. Vous voulez en savoir plus? Vous regardez où est-ce qu'il a acheté sa viande. Le grossiste, comment il traite les animaux, comment elles sont alimentées, etc. Vous voulez en savoir encore plus? Vous remontez jusqu'à l'élevage. Et là aussi, vous avez un éleveur qui fait les choses correctement, qui entretient correctement son cheptel, qui alimente correctement ses animaux, etc. Et ben, il va accepter d'être filmé, etc. et d'être présent sur Internet. Et n'importe qui pourra aller voir. Et à chaque fois que vous consommerez quelque chose, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans un yaourt Danone, et ben, vous irez visiter l'entreprise Danone et vous verrez chaque produit d'où ça vient. Et puis chaque produit, si vous voulez en savoir plus, ben, vous cliquerez. Tiens, il a acheté un produit que je comprends pas, c'est chimique, etc. Et ben, vous cliquez dessus et vous arriverez sur le fabricant de ce produit et vous saurez à quoi il sert, etc., etc. Qu'est-ce qui empêche d'avoir une information absolument complète? Or, aujourd'hui, on peut y parvenir, mais c'est extrêmement compliqué. Il faut utiliser plusieurs langues. Qu'est-ce qui empêche qu'un service d'État mette ça à disposition de tout le public et que tout le monde ait la possibilité d'avoir toutes les informations sur ce qu'il consomme, sur ce qu'il achète, sur n'importe quoi. Et ça obligerait certainement beaucoup d'entreprises, beaucoup de fabricants, beaucoup de producteurs à faire les choses proprement. Parce que ce qu'il aura présenté sur Internet, ce sera vérifié. Et donc, c'est le principe, toujours, encore une fois, de la TVA flexible. Car les taux de TVA vont se calculer en parfaite connaissance de cause. Et donc, forcément, si il alimente ses animaux avec la nourriture avariée de chez Monsanto et des hormones et tout le tralala, effectivement, c'est des animaux malades, ça donnera une viande malade et les gens qui en consommeront ne pourront pas être en bonne santé comme ceux qui mangent une viande saine. Et c'est dans tous les sujets comme ça, pour les végétaux, pour les animaux, pour tout. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a un outil extraordinaire et on s'en sert pratiquement pas. Et on l'utilise pas pour voter, on l'utilise pas pour communiquer, on l'utilise pas pour faire des centres d'intelligence. Qu'est-ce qui empêche, au moindre problème, de l'afficher sur Internet et de permettre que toute la France y réfléchisse? Et donc, on cherche, par exemple, un moyen d'avoir des poêles qui chauffent mieux les maisons, mais qui consomment moins de bois.
Mettez ça sur Internet et vous avez un tas de bricoleurs, vous avez du génie partout. Et si tout d'un coup vous offrez à 65 millions de gens la possibilité d'apporter ces solutions, après c'est plus qu'une question d'organisation. C'est un site web, c'est les idées que chacun met, c'est des gens qui font un tri entre les trucs fantaisistes, les trucs sérieux, etc. Et puis voilà, et puis tout le monde participe au bien-être de tout le monde. Et ça, Internet nous l'offre, nous le met à disposition. Et ça fait 20 ans que ça existe et que jamais personne n'a fait quoi que ce soit dans ce sens-là. Alors qu'on a tout pour le faire. Et tous les votes, ça fait très longtemps que ça devrait tout se faire pratiquement au moment. Et donc, on pourrait très bien, par exemple, avoir des débats télévisés, et puis en même temps, sur Internet, les gens pourraient immédiatement exprimer leur opinion, ajouter des idées en plus, etc., etc. Il suffit d'avoir ensuite une équipe pour sélectionner. Et bon, s'il y a 15 personnes qui ont exprimé la même idée, c'est pas la peine de citer les 15. On n'en cite qu'une seule pour les 15. On cite l'idée elle-même. Ce qui compte, c'est l'idée elle-même. C'est pas la personne qui l'émet. Bon, donc, il y a un manque absolu d'utilisation d'Internet. Par exemple, autre chose. En matière de santé, on dépense une fortune. Les gens ont un petit quelque chose ou n'importe quoi, ils vont chez le docteur. Qu'est-ce qui empêche d'avoir un site Internet avec tous les premiers symptômes, la réponse à ces symptômes, une explication, enfin, toutes les connaissances de base qui permettent que les gens comprennent un peu leur physiologie, que les gens s'intéressent un peu à eux-mêmes, à leur santé, et à partir du moment où il y aurait cela, ils sauraient à quel moment il y a urgence, il faut consulter réellement un médecin, à quel moment ils peuvent très bien se régler un petit problème, etc. Et on arriverait très rapidement à avoir une multitude de produits naturels, de fonctionnements naturels qui pourraient très bien permettre d'avoir beaucoup moins de dépenses de sécurité sociale et puis d'avoir toute une population en bien meilleure santé. Et très facilement, parce qu'il y a plein de petits trucs, il y a plein de connaissances chez une multitude de médecins dans tous les domaines. Or, tout cela n'est pas à la disposition des gens. Tout ça, c'est comme si c'était un secret réservé chacun. C'est pas vrai, parce que plein de médecins offrent volontiers leurs connaissances. Mais comment est-ce qu'ils peuvent les offrir? Il faudrait qu'il y ait un site web sur lequel chacun peut mettre ses connaissances. Et quand il a découvert quelque chose, on le met dessus. Et tout ça profite à tout le monde. Et je vais vous donner un exemple tout simple. Je connais quelqu'un qui a des problèmes de maux de tête fréquents, qui se sent mal, etc., qui va chez son médecin. J'ai des maux de tête et tout, j'en peux plus, ça m'empêche des fois de travailler, le matin je me lève, j'ai déjà mal à la tête, etc., etc. Bon, il me faut absolument quelque chose. Alors, c'est classique, c'est aspirine, Aspro, Dafalgan, enfin, ce qu'on veut. Bon. 8 jours passent, il retourne chez le médecin, écoutez, oui, ça va un petit peu mieux, quand j'ai mal à la tête, ça me soulage au bout d'un moment, mais enfin, j'ai toujours ce mal de tête, etc., etc. Et, bon, le médecin, cette fois-ci, va prendre le temps de l'examiner complètement et il lui trouve la tension très haute. Qu'est-ce qu'il fait? Il va lui donner un médicament pour baisser la tension. Donc, il est allé voir le médecin pour avoir des pilules pour le mal de tête. Ensuite, il retourne voir un médecin parce que il a de la tension assez haute et cette fois-ci, on va lui donner des pilules pour baisser la tension. Et puis à la fin, il va voir un médecin qui a un petit peu plus de jugeote, qui connaît un petit peu la naturopathie, qui va le questionner un peu et puis qui va lui dire écoutez, arrêtez de bouffer des petits cachous de réglisse toute la journée parce que ça fait monter la tension et quand la tension elle monte, vous avez mal à la tête. Mais s'il était allé le voir en premier, il saurait dès le premier jour que la consommation de réglisse fait monter la tension et que ça provoque des maux de tête. Et il n'aurait pas eu besoin de dépenser pour acheter des médicaments pour le mal de tête, il avait juste à arrêter de bouffer ses cachous. Donc c'est des trucs tout bêtes, mais il y en a des quantités énormes comme ça. Il y a un tas de gens qui vivent des choses désagréables, des problèmes de respiration, des problèmes de douleur de tête, de douleur de dos, un tas de trucs qui peuvent se soigner, mais très facilement. Seulement, il faut... Et tout ça pourrait complètement être sur Internet. Donc, en résumé, le simple fait de mettre en place un Conseil national de transition qui appartienne donc à toute la population française, c'est évincer complètement cette secte qui aujourd'hui ne vit que pour son profit, c'est mettre fin au réseau pédophile, parce que là on aurait une vraie justice, des vrais policiers, des vrais gendarmes, et puis les vraies valeurs morales. Et donc on ne veut pas que nos enfants leur appartiennent, on ne veut pas leur abandonner nos enfants, on ne veut pas légaliser la pédophilie, parce que ça va contre nos mœurs, ça va contre nos trucs. Ou alors on fera un référendum national, et si tous les Français décident, on fait des enfants et puis on les abandonne dès qu'ils sont nés, bon, ce serait leur choix, mais ça m'étonnerait beaucoup. Donc, je crois que tout ça, c'est tellement évident, tellement logique,
que dès que le Conseil national de transition sera en place, eh ben, tout cela viendra naturellement. Et viendra naturellement par l'appui de toute la population. Or, une population qui tout d'un coup est unie par les mêmes valeurs morales, par la même volonté, par la même envie d'un avenir pour nos enfants, mais c'est une population qui est extrêmement forte, c'est une population qui retrouve la santé, c'est une population qui retrouve l'enthousiasme. Et on l'a à portée de main. On peut le faire. Le Conseil national de transition, juridiquement, est déjà l'autorité légitime de France. Parce que ce qu'on a en ce moment, c'est pas une autorité légitime. C'est une secte qui a annulé la Constitution, c'est-à-dire la loi des lois, qui l'a annulée pour imposer sa propre loi. Et donc, les violations sont telles qu'aujourd'hui, n'ont aucune légitimité. Et dans une prochaine vidéo, je vais rentrer dans ce détail juridique. Parce que le juridique, c'est comme la santé, c'est la même chose. Le tout, c'est de l'appréhender avec des mots simples et de comprendre le b.a.-ba. Or, je vais prendre le temps, dans une prochaine vidéo, justement, d'exposer complètement en quoi le gouvernement et pourquoi tous ces dirigeants actuels sont tous illégitimes, depuis les dirigeants des départements, des régions, et en plus, au-dessus de tout, le gouvernement. Et puis, pourquoi justement ce Conseil national de transition est la seule véritable légitimité, parce que c'est la seule qui représente véritablement le peuple français. Et si ce peuple français pense que tout ce que je viens d'exposer, ça répond simplement à la logique, alors c'est la compétence qu'il faut mettre au pouvoir, et non pas les copains de la franc-maçonnerie. Et donc ça, c'est ce qui se fera à partir d'un certain élément qui serait un signal où tout d'un coup, toutes les branches seront touchées, sociales, religieuses, politiques. À partir du moment où on veut réellement assainir notre pays, alors tous les gens, qu'ils soient patriotes, tout le monde devient patriote naturellement. Parce que à partir du moment où ça nous permet de tous vivre bien et en sécurité et en paix, alors tout le monde répond oui. Si on parle de protéger la famille, de défendre les valeurs morales, de permettre à chacun d'avoir les idées qu'il souhaite, alors on peut appeler les juifs, les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes et tout le monde. Parce que tout le monde partage ces mêmes valeurs et tout le monde est prêt à les respecter chez les autres. Et il n'y aura plus de ces histoires actuelles où on essaye de monter les uns contre les autres. Si on parle de profession, eh bien on va appeler les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, parce que chacun est conscient des problèmes de l'autre. Et ils sont tous conscients de tous les problèmes. Et donc chirurgiens, médecins, aides-soignants, et puis tout le personnel sanitaire dans tous les domaines, les ambulanciers, etc. Tout le monde est concerné par tous les sujets. Et donc tous ces gens-là aussi répondront. Et quand vous avez ces gens qui répondent en même temps que ceux de l'éducation nationale, en même temps que les fonctionnaires intègrent, en même temps que les policiers, les gendarmes, les militaires intègrent, et heureusement il en reste encore une majorité, peut-être pas pour longtemps, mais encore actuellement. Alors, tout d'un coup, c'est toute la France, y compris les syndicats. Et quand ça vient donc de tous les côtés, des institutions, des religions, des syndicats, des professions, de tous les domaines, et puis toutes les générations. Les vieux qui sont en train d'être pillés par les juges, qui font les escroqueries avec les tutelles, etc., pour les dépouiller de leur héritage. Les jeunes qui sont abandonnés par leurs parents parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'on les met dans les systèmes, parce que les parents les ont mis en prison, parce que... Enfin, toute cette folie qu'on est en train de vivre, il faut arrêter. Et donc, le jour où il y aura ce signal, eh bien, tout le monde sera en même temps. Et tout le monde directement virer ces francs-maçons qui dirigent notre pays et qui nous pourrissent la vie et qui nous escroquent et qui nous pillent depuis trop d'années maintenant. Alors ce signal, pour qu'il n'y ait pas de triche, pas la moindre possibilité de corruption, pas la moindre possibilité de récupération non plus. On n'est que de simples citoyens. Mais c'est moi qui fais le plus de vidéos, c'est moi qui suis le plus connu du CNT, et donc c'est une vidéo de moi qui appellera, selon un certain événement, qui appellera un beau jour à ce que toute la France se mobilise, et que 65 millions de Français virent ces 5000 politiciens qui pourrissent tout le pays et qui nous pillent en permanence. Ils ont trop bien vécu, maintenant il faut que ça s'arrête. Et même si ils arrivent à se débarrasser de moi d'ici là, la vidéo est déjà prête, et ce sont des membres du CNT qui la diffuseront. Donc, de toute façon, c'est une vidéo où j'apparaîtrai et qui donnera le signal précis du jour où on va tous enfin se lever, défendre nos enfants, défendre notre avenir, défendre notre pays. Et c'est probablement très bientôt.